Bonjour à tous, je suis Pierre Mézières, je suis administrateur des affaires maritimes et c'est un plaisir, un honneur d'être ici avec un programme qui est vraiment ambitieux, qui est assez holistique d'ailleurs. On traite de sujets différents mais en fait qui se recoupent sur l'enjeu de changement climatique. Moi je vais avoir le plaisir de vous parler de l'Organisation maritime internationale et sa stratégie pour la réduction des émissions de navires. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que moi, je ne suis pas un théoricien du droit ou un professeur de droit. Je suis plutôt un praticien et je participe aux négociations à Londres. Donc, j'ai des biais qui sont inhérents à ce statut. Donc, il faut les prendre en compte aussi dans ma parole. Et je tenais à dire aussi que je ne représente pas l'administration, mais que je représente mon point de vue justement personnel, qui me permet peut-être d'être un peu plus libre aussi. Voilà. Après cela, j'ai un quiz pour les étudiants. Où se situe l'OMI, l'Organisation maritime internationale? Le siège. Vous devez le savoir. Allez-y. À Londres, bravo. Un point bonus pour vous. Alors voici la une que j'aurais aimé avoir il y a un mois, lorsqu'on a fini nos négociations à Londres. Il y avait des négociations importantes dont je vais vous parler. Et voici la une que j'aurais espéré. Malheureusement, elle est barrée et elle est en rouge puisqu'elle n'a pas eu lieu. C'est qu'on aurait pu avoir un accord historique à l'OMI sur la décarbonation et surtout sur la tarification du carbone sur un secteur global avec un traité juridiquement contraignant. En tout cas, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais il a été reporté à l'année prochaine. Et pour vous divulgacher un peu déjà l'une des raisons, il y a beaucoup de presse ici. Il ne faut pas tout lire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que selon la presse, l'accord n'a pas pu être adopté, notamment sous la pression des États-Unis. Et je vais en revenir, et ça va être important pour que vous compreniez bien la chose. Mais avant, j'aimerais vous faire un petit panorama de la décarbonation du transport maritime très rapidement. Pour d'abord vous parler de quels sont les navires, c'est vraiment le cœur du sujet ici. Selon les chiffres de la CNUSED, qui est l'Agence des Nations Unies sur le commerce, le développement commercial, et aussi de l'OMI, on estime qu'il y a à peu près plus de 110 000 navires, donc c'est quand même assez conséquent. Mais il faut s'attarder surtout sur les 35 000 navires qui sont vraiment ceux qui font les voyages internationaux les plus importants, qui sont les navires dont on parle d'un volume de plus de 5 000 de jauge brute. C'est un volume en fait possible d'embarquer dans un navire, qui sont un peu les navires de plus de 100 mètres, en gros, pour faire plus simple. Ces navires représentent à eux seuls, ces 35 000 navires, 85% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment là où l'OMI travaille notamment sur cette catégorie de navires. Les navires, ce sont des actifs de long terme, avec des investissements qui nécessitent 20 à 30 ans, puisqu'il y aura 20 à 30 ans de durée de vie. Donc déjà, dès maintenant, on est en train de parler de navires qui navigueront jusqu'en 2040, 2050. Donc les choix stratégiques doivent se faire dès maintenant. C'est une flotte aussi diversifiée. On parle beaucoup des porte-conteneurs parce que c'est un peu le bras armé de la globalisation, mais il faut penser aussi aux vraquiers, qui sont le nombre de navires les plus importants, qui transportent des marchandises sèches, des minéraux, du sable, et aussi aux pétroliers, aux gaziers, qui transportent donc du pétrole et du gaz par définition. Quelle route et quel type de transport ? Alors, le transport maritime, vous le savez sûrement, est celui qui transporte plus de 80% des marchandises échangées dans le monde. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que parmi ces marchandises, il y a encore, et c'est un chiffre assez conséquent qu'il faut prendre en compte aussi d'un point de vue stratégique, 38% de ces marchandises qui sont représentées par du pétrole ou du gaz. Donc vous voyez que les pétroliers et le transport de pétrole ou de carburants fossiles est quand même quelque chose de très important. C'est aussi une part importante en termes de distance, et ça vous le verrez, vous aurez la présentation plus tard. Et un élément important, c'est que la demande de transport est en hausse continue, malgré un coup d'arrêt en 2025 du fait des droits de douane des États-Unis. On estime, et la CNUSED estime, qu'il y aurait à peu près entre 2% de hausse de la demande de navires par an. Donc plus de besoins, il faut plus de navires et plus d'émissions de gaz à effet de serre. Les routes maritimes sont aussi en mutation. On garde les grands pôles Union européenne, Asie et Amérique, mais on a de plus en plus d'échanges sud-sud et aussi des routes qui s'allongent, notamment du fait des tensions géopolitiques. Et là, déjà, on voit un peu l'émission des enjeux géopolitiques dans nos sujets de gaz à effet de serre et de transport maritime, puisqu'on voit, vous voyez sur le graphique de gauche, une courbe en jaune qui est la distance parcourue qui a vraiment augmenté entre 2022 et 2024
pour un volume de transport, c'est la courbe en bleu dans le graphique de gauche, qui est resté à peu près stable. En réalité, cela s'explique par la petite carte que vous ne pouvez pas voir forcément ici, mais la crise des Houthis en mer Rouge et l'impossibilité de passer par le canal de Suez pour beaucoup d'armateurs et par cette voie qui était plus rapide, pousse la navigation internationale à contourner le continent africain par le cap de Bonne-Espérance et donc d'avoir une distance plus forte et on doit consommer plus de carburant et émettre plus de gaz à effet de serre. Justement, en parlant des gaz à effet de serre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a un chiffre qui est important, c'est qu'on considère que 3% des émissions globales sont en fait représentés par les navires et par le transport maritime international, ce qui est très conséquent. En nombre de millions de tonnes de CO2, on a un peu plus de 1000 millions, ce qui est un peu dur de se représenter, mais on considère que ce serait la 6e, entre guillemets, puissance la plus émissive entre le Japon, l'Allemagne. Et surtout, vous avez vu qu'il y a une demande de transport maritime qui est en hausse, et donc des navires qui sont sûrement plus nombreux, et des émissions qui vont continuer à augmenter. Et l'OMI pense qu'en 2050, il y aura de plus de 90 à plus de 130% des émissions par rapport à 2008. Donc vous voyez que c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Pourtant, ce qui est intéressant de signaler, c'est que le transport maritime bénéficie de la meilleure intensité carbone en termes de transport, c'est-à-dire en termes de CO2 par tonne au kilomètre, parce que ces gros navires transportent quand même des tonnes et des tonnes de marchandises et ont quand même une intensité carbone qui n'a rien à voir avec le transport routier ou le transport aérien. Lorsqu'on parle des gaz à effet de serre, il y a un peu un triptyque qui est important. Donc là, on fait un peu de science rapide, un peu de chimie. Le triptyque, ce sont le dioxyde de carbone que vous connaissez bien, le méthane, CH4 dont vous avez entendu parler, mais aussi le protoxyde d'azote, N2O, qui est très important. Et on voit en dessous un rapport du GIEC cité par le CITEPA qui parle du pouvoir de réchauffement global de ces gaz à effet de serre. La base est le CO2, mais on voit que le méthane et le protoxyde d'azote ont un pouvoir de réchauffement global très important par rapport au CO2, 28 fois plus pour le méthane, 265 fois plus pour le protoxyde d'azote, donc c'est important. Et enfin, pour être précis et complet, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres polluants qui sont plutôt des polluants dits atmosphériques, qui ont des enjeux de qualité de l'air, des enjeux d'effets sanitaires et environnementaux. On pense aux oxydes de soufre, aux oxydes d'azote, particules fines. Mais ici, lorsqu'on parle de décarbonation et de gaz à effet de serre, on parle de notre triptyque, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Une fois qu'on a vu donc ce constat des augmentations de gaz à effet de serre et de la part du transport maritime, il faut voir quels sont les principaux leviers. Et en fait, on a un embarras du choix et ce sera intéressant de comparer peut-être avec d'autres secteurs et notamment peut-être l'aérien. Mais les 3 principaux leviers du maritime, c'est d'abord le nerf de la guerre, c'est l'énergie, c'est un peu le carburant et les infrastructures. Donc, avoir des carburants moins carbonés, avoir de l'électrification, avoir des énergies renouvelables, on peut penser au vélique, à l'énergie solaire, et puis pourquoi pas se permettre de penser aussi au nucléaire civil. Ça apporte des discussions très intéressantes à très long terme. C'est le premier levier. Le second levier, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment on travaille sur les navires qui sont en place et sur les futurs navires, sur à la fois leur design, c'est la première chose, comment on construit des navires qui ont une efficacité énergétique meilleure, et enfin, le deuxième point, c'est l'excellence opérationnelle, c'est comment on fait pour avoir des navires qui naviguent mieux et qui ont des navigations qui sont plus respectueuses de l'efficacité énergétique. Le troisième levier, c'est celui qui est peut-être un peu moins mis en avant, mais qui devrait l'être plus, c'est la sobriété, avec notamment l'enjeu de la vitesse, de la réduction de vitesse, et d'avoir aussi une question sur qu'est-ce qu'on transporte, pourquoi on le transporte. Ça, c'est aussi une autre question qui est intéressante. Si on voit d'une version graphique et sur un navire, on peut voir qu'il y a plein de possibilités, mais je retiens celles qui sont en bas en rouge, c'est vraiment les changements de carburant qui vont avoir des effets directs et très forts sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en haut à droite, ce sera surtout des mesures de design. Il faut savoir qu'il y a encore une écrasante majorité des navires qui sont propulsés au fioul lourd, plus de 80%, qui est vraiment le dernier résidu du pétrole. Mais la filière, elle innove, elle investit. On voit dans les graphiques ici que à peu près la moitié du carnet de commandes représente des carburants dits alternatifs, qui ne sont pas donc des carburants issus de fioul lourd et qui ne sont pas non plus ici des biocarburants. Et on pense notamment au gaz naturel liquéfié, qui est d'origine fossile, donc il faut vraiment savoir aussi d'où il vient, ce gaz naturel liquéfié, mais des molécules aussi intéressantes comme le méthanol, l'ammoniac et l'hydrogène, et d'avoir ce qu'on appelle des e-fuels, donc des carburants qui sont dérivés de l'hydrogène et qui vont donner de l'ammoniac ou du méthanol.
C'est intéressant de parler de neutralité technologique, c'est-à-dire que les réglementations qui sont pensées ne vont pas interdire ou ne vont pas venir mettre à mal des stratégies de la filière. Il est juste pensé que la filière est libre dans ses choix, elle peut prendre les décisions qu'elle veut, elle doit juste respecter, vous allez voir, des indices d'intensité carbone, c'est-à-dire qu'elle doit respecter des carburants qui sont quand même non émissifs, vous le verrez. Il y a un effet prix, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les e-fuels sont pour l'instant 300 fois plus coûteux que le fuel lourd. Le fuel lourd coûte à peu près $500 la tonne, alors qu'un e-fuel en ce moment coûte entre 2200 à 1500 dollars la tonne. Vous voyez que c'est très différent, mais pourtant les émissions sont très faibles et donc il y a quand même un rapport coût carbone qui est aussi intéressant. Je ne reviens pas sur tous les carburants dont je vous ai parlé, vous aurez ça, si ça vous intéresse, sur les carburants actuels, les biocarburants et les carburants de synthèse. Il faut voir qu'on ne traite pas seulement de la combustion à bord du navire, mais aussi d'où vient ce carburant, puisque parfois sur son empreinte carbone, ça va avoir une portée très large. Donc on va parler du puits au sillage. Donc du puits au réservoir et du réservoir au sillage dans le maritime pour avoir toute l'empreinte carbone. Et un petit diapositive sur la propulsion vélique pour savoir toutes les technologies qui sont en cours. Maintenant, lorsqu'on voit les leviers, il faut savoir aussi comment les mettre en place. Et il y a un levier majoritaire et très important, c'est le levier réglementaire via le levier réglementaire mondial de l'Organisation maritime internationale, que vous voyez ici avec 176 États membres, donc aussi une institution pas universelle mais globale avec beaucoup d'États membres, beaucoup d'observateurs, que ce soit des ONG ou des organisations qui représentent le secteur privé. On a une assemblée, un conseil, comme c'est le cas dans les organisations internationales, et le MEPC, qui est le comité sur la protection de l'environnement marin, qui va être le comité qui d'abord s'occupait des pollutions, puis s'est saisi du changement climatique, donc ça fait écho à ce qui a été dit auparavant, et qui traite de la Convention pour la prévention des pollutions, la MARPOL, qui est donc la Convention idoine pour les effets de changement climatique. Il faut avoir en tête qu'à l'OMI, il y a des États clés qui ne sont pas forcément des États clés dans d'autres secteurs. C'est notamment les grands États du pavillon, Libéria, Panama, les îles Marshall. On peut penser à Singapour, la Chine. Et on a aussi des propriétaires de navires, la Grèce, la Chine, le Japon, Singapour, qui vont jouer un rôle aussi primordial. Je ne reviens pas sur les enjeux de pavillon, sur les enjeux de contrôle par l'État du port. Normalement, vous l'avez sûrement vu. Mais il faut savoir que toutes ces réglementations, elles sont mises en œuvre après grâce à ce diptyque entre l'État du pavillon qui doit s'assurer que les navires mettent en œuvre les mesures et l'État du port, lorsque le navire arrive au port, qui doit s'assurer qu'elles sont aussi mises en œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est assez puissant. Au niveau de l'Union européenne, on n'a pas attendu que l'Organisation maritime internationale prenne des mesures. On est allé plus en avant et on a 2 textes. FuelEU Maritime, qui stimule la demande, qui oblige les navires à se brancher, et une directive sur le marché carbone, qui fixe un prix du carbone pour l'ensemble des émissions, qui est à 80 € la tonne pour l'instant. Au point de vue national, on implémente et on met en place une feuille de route. Alors la question qu'il faut se poser, je reviens au tout début, vous avez vu, on n'a pas eu cet accord historique et notamment on a eu un report de ce qu'on appelle le cadre net zéro et on va se demander si c'est justement ce report, on va pas avoir un problème sur la stratégie climat de l'OMI et si cette stratégie climat reste souhaitable, réalisable ou alors si elle restera qu'un vœu pieux. Et ça, c'est la question qu'on va se poser ensemble. Tout d'abord, on va voir la stratégie climat de l'OMI qui s'applique via ce qu'on devrait appeler le cadre net zéro. Je vais vous en parler davantage. Et c'est l'importance vraiment du levier réglementaire international pour ce secteur qui est global. Alors, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des courbes. Donc, on va faire un peu de maths ensemble. On a une stratégie qui a été révisée puisque l'OMI, dès 2018, elle a pris une première stratégie et elle s'est dit en 2050, il faudra qu'on baisse de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008. C'était une première salve, on va dire, qui était peu ambitieuse. Les États se sont réunis en 2023, 5 ans après, et ont décidé par consensus, donc ce qui était vraiment une victoire du multilatéralisme, d'adopter une stratégie révisée qui est là ambitieuse puisqu'elle veut atteindre le net zéro en 2050 par rapport à 2008. Donc on est vraiment sur quelque chose d'ambitieux, avec des étapes intermédiaires. En 2030, il faut se situer entre moins 20 et 30% des émissions. En 2040, entre moins 70 et moins 80. Et il faut qu'en 2030, on ait catalysé les e-fuels, ce qu'on appelle en anglais les ZNZ, les Zero ou Near Zero Emissions Fuel. Et donc, il faut pouvoir catalyser tout ça. Le calendrier est aussi ambitieux. On devait l'adopter en 2025, ce qui aurait dû se faire il y a un mois, pour une entrée en vigueur en 2027. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on va en parler. Et il fallait 2 mesures. Une mesure technique, en fait, on va suivre la courbe, je vais vous montrer, et une mesure économique
qui est vraiment le nerf du réacteur ici, qui est la tarification des émissions. Il y a eu une étude d'impact qui a été faite très rapidement en 2023, en 2024 pour s'assurer aussi des impacts sur les États et la flotte. Alors cette stratégie, est-ce qu'elle est si ambitieuse? Il y a quand même des critiques un peu à formuler, notamment sur son caractère non juridiquement contraignant. C'est une résolution du comité. C'est peut-être ça qui a permis aussi d'avoir un consensus à ce sujet. On n'est pas dans un amendement à une convention internationale. Il y a un flou sur la date finale parce que je vous ai dit net zéro en 2050. En réalité, ce qui est dans le texte en anglais qui est assez parlant, c'est by or around 2050, aux alentours de 2050. Et ça, c'était vraiment un compromis avec la Chine qui a vraiment une planification qui est beaucoup plus large et qui ne voulait pas avoir la date de 2050 en tête, mais plutôt autour de 2050, ce qui rend quand même ça un peu flou. Il y a aussi des lenteurs sur la mise en œuvre et quelque chose qui est important, et vous le voyez sur les graphes, c'est peut-être un désalignement avec l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris ne traite pas du transport maritime international, ni du transport et de l'aviation internationale. Ils ont laissé, entre guillemets, aux organisations de l'ONU compétentes la compétence, entre guillemets, de le faire, et c'est pour ça que l'OMI le fait. Mais si on compare, on remarque que peut-être en 2050, on y arriverait, mais les échelons intermédiaires ne rentrent pas dans ce cadre. Alors, pour mettre en place cette stratégie, il faut des mesures concrètes. Une mesure technique, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, vous l'avez vu, net zéro, moins 70, moins 30%, et donc on va obliger les navires à déclarer leurs données et à respecter ces seuils. Ça, c'est la mesure technique qui a fait l'objet d'un relatif compromis puisqu'on suit seulement la stratégie. L'enjeu qui a cristallisé les débats, c'est la mesure économique. Comment on fait pour tarifier le carbone, c'est-à-dire catalyser les investissements, faire en sorte qu'il y ait de la visibilité réglementaire sur tous les investissements qui sont nécessaires jusqu'à 2050? Alors, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été proposées. La Norvège a proposé un marché carbone comme dans l'UE, ça a été refusé. Il y a eu un système de bonus-malus entre les navires qui a lui aussi été refusé. Et finalement, on s'est retrouvé avec deux grandes idées que l'on voit au milieu. C'est un mécanisme intégré à la mesure technique, c'est-à-dire que vous avez votre courbe et si vous ne respectez pas la courbe, vous êtes en non-conformité et vous devez vous échanger des crédits de conformité entre ceux qui sont en bas de la courbe et ceux qui sont en haut de la courbe. Donc on s'échange mutuellement sur un système un peu de marché des unités de conformité. C'est vraiment intégré à la mesure technique. Et il y avait une proposition de ce qu'on appelle un levy, qui est un prélèvement financier universel sur l'ensemble des émissions. Là, on est en parallèle de la mesure technique et on dit que dès que vous émettez une tonne de CO2 ou d'un gaz à effet de serre, vous devez payer. Ça, c'était ce qui a été défendu par l'UE, par les petits États insulaires du Pacifique, des Caraïbes, mais aussi par la filière. Je vais revenir, vous allez comprendre pourquoi. Et par beaucoup d'autres pays, notamment des grands pays comme le Japon, la Corée et d'autres pays. L'achat et l'échange d'unités étaient, lui, plutôt soutenus par les BRICS, la Norvège et les pays pétroliers, l'Argentine. Finalement, c'est ce compromis qui a été approuvé, le compromis je reviens un peu en arrière, sur l'achat et l'échange d'unités. C'est-à-dire que le levier n'a pas été accepté, malgré un effort conséquent, notamment du Pacifique et de l'Union européenne qui ont travaillé vraiment là-dessus. Et donc, le compromis approuvé, je vais y revenir, mais c'est ce qu'on appelle le cadre net zéro ou le Net Zero Framework. On a une norme mondiale, on suit donc, je vais vous le montrer un peu plus gros, on suit ces courbes et le navire est obligé de respecter ces courbes. Et on a une mesure économique où les navires vont s'échanger et vont payer à l'OMI des crédits pour pouvoir émettre dans ces parties hautes. Pour mettre en place ce système qui est complexe, ce n'est pas une mauvaise chose la complexité parfois, puisqu'il faut que le système marche et il faut qu'il soit bon et qu'il soit rigoureux. Mais il est complexe ce système. Il faut qu'il ait un registre, donc il faut que l'OMI mette en place un registre où on va savoir tout ce qui se passe, les échanges, etc. Il faut un fonds, puisqu'il y a des estimations de 10 à 13 milliards de dollars quand même par an qui vont être mis en place par ce fonds. Et ce qui est très intéressant, c'est à quoi va servir ce fonds? À récompenser les navires, donc c'est vraiment l'enjeu de la filière qui voulait récupérer aussi de l'argent pour pouvoir se décarboner. C'est pour ça qu'elle a soutenu le levier et qu'elle soutient aussi ce type de réglementation. Et ce qui est très important, c'est les enjeux de transition juste et équitable, c'est-à-dire qu'il faut que les pays qui vont être le plus impactés par le changement climatique puissent justement avoir aussi une partie de la redistribution des revenus. Et ça a été très important pour l'Union européenne, pour les États du Pacifique, des Caraïbes, d'avoir ça. Il va falloir bosser aussi sur les schémas de certification de carburant pour s'assurer que les carburants sont vraiment durables. Et pour faire tout ça, on va avoir besoin de lignes directrices, plus d'une dizaine. Si je reviens sur ce super schéma qui est un peu compliqué, mais on est vraiment dans un schéma à 4 bandes. Si on est tout en haut, ça veut dire qu'on émet beaucoup. On utilise du fuel lourd, on a une intensité carbone qui est très forte.
Là, on va payer cher puisqu'on va payer des unités de crédit sur ces émissions qui sont dans la zone la plus bleue de 380 $ par tonne de gaz à effet de serre. Si on émet dans cette partie-là la deuxième bande, on va émettre des gaz à effet de serre pour 100 $ de la tonne. Et ça fait quand même quelque chose de conséquent. Par contre, toutes les émissions ne sont pas tarifées puisque tout le reste ici n'est pas payé. Il n'y a pas de tarification là-dessus, contrairement à Lévis. Et il y a même, ce qui est intéressant, des récompenses qui sont faites dans les meilleurs, ceux qui vont vraiment avoir des carburants qui émettent pas du tout de gaz à effet de serre. Et donc après, on va avoir un échange entre l'OMI, qui va avoir ses unités de crédit, et les navires entre eux. Pour faire rapidement, en 2028, si ça avait été mis en place, un navire porte-conteneur moyen de 10 000 équivalents 20 pieds aurait payé 2 millions de dollars américains en plus d'unités de compensation. Donc, il aurait été ici, il aurait payé 2 millions de dollars. S'il avait utilisé des biocarburants, son intensité carbone aurait été réduite et il aurait payé plus que 1,5 million de dollars, par exemple. Vous voyez qu'il y a des effets mécaniques importants. Concrètement, en droit, c'était des amendements à la Marpol, le rajout d'un chapitre 5 à la Convention Marpol, à son annexe 6 sur les pollutions atmosphériques. Et il fallait après faire des lignes directrices, une dizaine, je vous ai juste mis la liste pour que vous voyez un peu tout le travail qui était fait. Malheureusement, il n'y a pas eu de consensus sur ce compromis, puisque l'Arabie Saoudite a demandé un vote, et c'est là aussi qui est important, on en a parlé de l'enjeu du consensus et des votes, un vote qui en fait a contenu que les pour et les contre, et qui était une large majorité quand même d'États pour, qui était très forte. Quelques États abstentionnistes qui n'avaient pas vraiment de position encore, et contre, on voit surtout les pays pétroliers, mais également des pays qui ont des intérêts sur les flottes pétrolières ou autres, et la politique de la chaise vide des États-Unis. On s'était dit en avril, donc super, on a notre compromis, il ne faut plus que faire marcher le processus d'adoption, qui est normal, qui est à l'OMI une procédure d'acceptation tacite. Donc, c'est-à-dire qu'on va adopter les amendements en MEPC exceptionnel en octobre, et ensuite ils vont rentrer en vigueur après une date donnée. C'est ça qui est en place depuis les années 70 à l'OMI et qui fonctionne très bien. Entre-temps, vous voyez, c'est la flèche rouge, on va faire un travail technique sur les lignes directrices. Donc, on était plutôt heureux. On pensait qu'on était comme le village d'Astérix, que l'OMI et le multilatéralisme avaient gagné. Il y a eu certains votes, mais on a quand même triomphé, entre guillemets, avec ce cadre. Donc, c'était vraiment une chouette chose. Mais en réalité, au dernier MEPC exceptionnel, il y avait des choses qu'on n'a pas pu gérer, notamment la menace des États-Unis, avec des menaces directes de mesures de rétorsion pour les pays qui allaient adopter ce cadre, sur les droits de douane, sur les visas des marins, sur les droits et frais de port, des menaces directes contre les délégations et les membres des délégations en termes de visa personnel pour ces membres, et aussi une menace procédurale que je vais vous expliquer. Je vous ai mis, pour que vous voyez, les déclarations de presse du secrétaire d'État, du secrétaire à l'énergie et du secrétaire des transports américains, qui étaient vraiment très fermes contre cette taxe globale sur le carbone, où le président Trump a été très clair. Il y a eu beaucoup de relais, de menaces et de tensions faites par les États-Unis contre les négociations, donc des manœuvres dites non diplomatiques dans un forum qui devrait l'être, et aussi des messages personnels envoyés à tous les négociateurs pour qu'ils votent non et qu'ils, en tout cas pour les pays de l'Union européenne, ne fassent pas bloc avec l'UE. La cerise sur le gâteau, c'est la veille du vote, on a le président des États-Unis qui a mis sur son réseau social Truth ces mots que je ne vais même pas prononcer, mais que vous pouvez lire, et qu'il appelait vraiment à voter non contre ce cadre. Donc vous imaginez qu'à Londres, tout était très tendu et beaucoup d'États ont été mis au silence. Les États-Unis ont été malins aussi puisqu'ils ont proposé une procédure qui ne se fait plus mais qui est possible, qui est la procédure d'acceptation explicite du texte, qui aurait requis donc que chaque État explicitement remette au secrétaire général de l'OMI leur volonté d'accepter ce texte. Il fallait que 2/3 des États représentant au moins 50% du tonnage mondial le fassent, ce qui veut dire que ça remettait en question complètement le cadre. Ils ont joué aussi sur cette peur au sein de l'organisation elle-même, qui avait peur d'un précédent sur ce sujet. On a vu les menaces des États-Unis, la géopolitique qui s'est vraiment initiée au sein de ces débats parce qu'on pensait qu'on était dans un langage OMI, mais en fait on a eu un langage plutôt climat avec des négociateurs des COP qui sont venus, qui étaient plutôt intéressés par réduire la voilure sur ces sujets-là, venant des pays pétroliers, des États-Unis, et aussi plutôt des grands sujets qui dépassaient complètement le maritime. Des accords entre les États-Unis et la Chine, des accords conclus donc entre la Corée et aussi les États-Unis qui dépassaient, et donc le cadre net zéro était une monnaie d'échange parmi d'autres.
Aussi, une unité européenne qui a un peu craqué, notamment du fait de la Grèce, qui, par volonté d'avoir un frein sur toutes les ambitions environnementales et climatiques, a joué aussi l'enjeu du shipping et de l'OMI, notamment à la COP30 en ce moment. Il y avait toujours des dissensions de fond sur ce sujet qui était quand même ambitieux, des limites de fonctionnement sur le consensuel ou non, et peut-être des réactions diplomatiques à des mesures qui étaient non diplomatiques des États-Unis et qui n'ont pas suffi. Si bien que des pays ont été mis au silence, presque des pays très importants comme la Chine ont presque pas parlé, l'Inde, Singapour, et d'autres pays ont vraiment monopolisé la parole, l'Arabie Saoudite et les États-Unis notamment. On pensait s'en sortir en demandant un vote sur le texte, in extremis, le Brésil l'a demandé. Finalement, il y a eu des querelles de guerre procédurale qui n'étaient jamais vues à l'OMI, avec des rappels au règlement entre les blocs qui voulaient défendre ou non le texte, et l'Arabie Saoudite qui a eu la présence d'esprit de demander formellement une motion d'ajournement qui avait préséance sur l'ensemble des motions, et qui du coup, par droit procédural d'une certaine manière, là, a pu l'emporter. Et donc, ce qui a fait que les États-Unis se sont félicités d'avoir reporté d'1 an, qui était pour eux un succès, c'est-à-dire qu'ils ont pensé l'avoir mis. Donc, vous voyez que l'OMI, finalement, a pris un coup de tonnerre de Brest. Et malgré la filière qui défend toujours le texte, des gouvernements qui défendent toujours, et le vrai piège, c'était cette demande de report, puisqu'on n'a pas voté sur le texte. On a voté pour ajourner la session et se revoir dans 1 an. Il y a eu beaucoup d'États pour, des États qui étaient peut-être un peu hésitants et qui n'avaient pas bien compris la pédagogie du cadre. Et il y avait aussi des États comme la Chypre, Grèce, qui n'ont pas suivi l'Union européenne, l'Indonésie, le Japon, les Philippines, la Corée, qui avaient des enjeux beaucoup plus larges que le maritime et qui ont préféré du coup s'abstenir pour ne pas avoir de mesures de rétorsion. Ça, c'est intéressant à voir que l'UE, le Pacifique, le Brésil ont tenu bon avec d'autres États comme le Royaume-Uni et la filière, mais ça n'a pas suffi pour contrer cette demande de report. Alors, on se demande si c'est un cas isolé. On a pensé au traité plastique, on parle des COP. Ce qu'il faut peut-être mettre en avant, c'est que l'OMI, c'est vraiment une structure qui a un historique important, qui normalement excelle dans tout ce qui est normalisation, intégration technique. Peut-être l'enjeu, c'est l'enjeu qui a été mis en place sur les règles de procédure. Est-ce qu'il faut plutôt passer par, si le consensus ne marche pas sur les enjeux climatiques, par des votes, etc. et être plus clair là-dessus, et surtout voir si les procédures peuvent être remises en place dans des cadres qui sont exceptionnels comme celui-ci. Donc on voit que c'est un cas qui n'a pas été isolé, qui est vraiment le cas de l'enjeu des changements climatiques et des négociations internationales, mais peut-être que l'OMI a une carte à jouer du fait de sa structure et du fait de sa spécificité et de sa culture. Une première lueur d'espoir, c'est que après avoir eu cette demande de report, on est quand même resté à Londres 1 semaine pour travailler sur les lignes directrices. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut quand même travailler sur les lignes directrices, travailler sur le cadre, même si la séance est ajournée, c'est justement on a 1 an pour travailler mieux. Et c'était ça un peu la lueur d'espoir, c'est qu'on a revu les discussions habituelles de l'OMI, des débats techniques et intéressants sur ce sujet. Alors, c'est difficile de savoir ce qui va advenir, mais si on est la tête sous l'eau, on peut penser qu'il y aura un vote contre, ou alors une réouverture des débats sans fin de ce sujet, une adoption explicite qui n'aboutira jamais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Un repli sur soi, des mesures régionales, c'est coûteux et c'est incohérent un peu avec le secteur. Est-ce qu'il faut un report pour le préserver? Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il faut prioriser d'autres enjeux de biodiversité, de pollution marine, pollution sonore? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut penser qu'il faut aller vers l'adoption, croire au multilatéralisme, que ça peut fonctionner, croire en la capacité de l'OMI de résister, peut-être faire plus confiance à la filière, aux ONG, aussi aux académiques, qui devraient être écoutés davantage, respecter la stratégie et surtout la mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Donc, il faut expliquer le cadre, créer un environnement diplomatique plus propice et être prêt aussi à répondre aux manœuvres non diplomatiques. Donc, c'est pour ça que le travail se poursuit. On va voir ce que cela donne et je vous donne un petit teaser, c'est-à-dire qu'on aura les premières pistes de réponse en avril. Mais pour moi, pour répondre à la problématique, oui, malgré le report de l'adoption, la stratégie climat, vous l'avez vu, elle est plus que souhaitable au vu des enjeux et surtout, elle doit être réalisable. Il faut que le cadre net zéro ou que des mesures soient mises en place le plus rapidement possible. Donc, on verra ça l'année prochaine et restez connectés pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 2 présentations très stimulantes qu'on ajoute donc aux 2 premières de ce matin. On a une petite dizaine de minutes s'il y a des questions ou des remarques, des contributions, des débats. N'hésitez pas. Il faut parler dans le micro pour que nos collègues qui sont en ligne puissent entendre. D'accord.
Oui, merci beaucoup pour ces présentations, très stimulantes et intéressantes. J'aurais 2 questions. D'abord une question, concernant l'AIFM. Vous évoquiez, les 2 chapeaux, de l'AIFM et je voulais savoir si on pouvait analyser sous forme de, hiérarchie entre ces chapeaux, notamment alors c'est parce qu'on entend souvent ça, hein, c'est pas forcément mon argument, Mmh. mais que le nombre de dispositions liées à la protection de l'environnement par rapport aux dispositions liées à l'exploration, l'exploitation et l'encadrement des activités économiques, qui a quand même une différence. Et donc qui entraîne des réflexions sur le fait que l'AIFM a un mandat principal et un mandat secondaire, Mmh. savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Et sur la présentation sur l'OMI, je voulais savoir si en termes de qualification, parce que quand on voit la réaction des États-Unis, c'est vraiment la mise en avant d'une taxe. Est-ce que véritablement on a affaire à une taxe ou est-ce que c'est une simplification en termes de communication pour agiter un peu un épouvantail et in fine remporter des victoires diplomatiques sans vraiment comprendre de quoi on parle comme type de mesures qui sont proposées. Merci beaucoup. Recto? Oui, donc j'ai mentionné un peu à la fin, enfin la difficulté que, bah, l'autorité n'est pas une organisation environnementale, comme j'ai dit, et effectivement, son mandat est principalement lié à l'exploration et l'exploitation, des ressources. Hem Et cela reste, et c'est très ancré dans la composition même de l'autorité, dans la composition du conseil. Donc, on va dire, les fonctions principales de l'autorité sont claires. Je pense néanmoins que dans ces dernières années, et au vu des nouvelles données scientifiques et techniques, le mandat environnemental de l'autorité commence à prendre de l'ampleur et commence aussi à jouer de plus en plus sur, en fait, la conduite des autres activités, parce que la protection de l'environnement et donc la conformité avec des critères et des obligations environnementales devient condition pour la conduite des autres activités. Donc, vu qu'on est en train de développer aussi le cadre réglementaire, c'est là que je vois l'occasion aussi pour l'autorité de jouer un rôle important. Maintenant, est-ce que l'autorité, c'est le siège meilleur, hein? Pour certaines discussions, on peut en parler, dans le sens où, pour moi, il y a toujours le problème un peu de la composition du conseil, euh, qui pose bien sûr des problèmes de légitimité, de spécialité de l'autorité, etc. Mais elle a certainement un mandat, elle a certainement une fonction à jouer, et la dimension environnementale est condition d'exercice des autres fonctions. Et sur l'enjeu de la taxe mondiale, alors c'est une question importante. C'est pas une taxe en réalité. C'est vrai qu'en droit international économique, je suis pas expert, mais parler de taxe en fait, d'un point de vue de droit et d'un point de vue de la réalité, c'est vraiment pas vrai. C'est une mesure entre guillemets marketing de communication pour agiter le chiffon rouge. C'est vraiment une mesure alors de tarification du carbone. C'est-à-dire que là, on est en plus dans une mesure de marché. Donc, c'est-à-dire que certes, on va avoir quelque chose de financier et d'économique, mais c'est vraiment l'enjeu d'avoir l'achat d'unités correctrices ou l'échange et qui permettent justement d'aller vers la décarbonation. En fait, l'enjeu, c'est d'internaliser le coût du climat, bien entendu, mais c'est pas une taxe à proprement parler. Alors, c'est malin pour ceux qui sont contre ce genre de choses de parler de taxes, puisque pour beaucoup d'États souverains, c'est quand même la base aussi de leur souveraineté, c'est quand même quelque chose qui leur parle, même dans leurs droits constitutionnels ou internes. Donc ça permet déjà pour beaucoup d'États de se braquer et de dire non, je ne veux pas de taxes, c'est pas possible. Mais en fait, il faut aller au-delà. C'est vraiment un mécanisme qui est plus profond qu'une taxe et qui est vraiment une mesure de marché au sein d'un secteur et qui se résume à ça. Donc certes, il est à un niveau international, donc c'est un peu particulier, mais en tout cas, il faut défendre le fait que c'est plutôt une mesure pour le secteur et la transition juste et équitable, mais pas vraiment une taxe en tant que telle.
Bonjour, Benjamin, Minda, doctorant en droit international. J'ai appris beaucoup de choses en suivant effectivement vos interventions. L'un des enjeux du changement climatique ainsi que du réchauffement global de la planète est notamment celui du financement. Et dans les stratégies que vous aviez proposées, notamment dans le cadre de l'OMI, si j'ai bien saisi, certes, la stratégie a été boudée, mais est-ce que vous pensez que le fait que des navires puissent acheter des émissions de gaz à effet de serre d'autres navires permettrait-il pas de participer à un financement vert, hein, on peut dire, si on peut le dire ici, voilà, du changement, enfin, pour effectivement réduire un peu le taux d'émission, et surtout pour les pays du Sud global notamment. Quel enjeu est-ce que cela peut poser? Merci. Merci beaucoup, je me permets de répondre. Et c'est vrai que c'est un enjeu majeur en fait, des négociations, qui est, en effet, il y aura des financements, donc il y aura des revenus, et il faut penser à ces revenus, comment les distribuer. Donc un enjeu, c'était de voir, certes, le secteur a besoin de ces revenus, mais les États ont besoin. Et lorsqu'on parle de transition juste et équitable, j'ai pas eu le temps d'en parler davantage, mais c'est vraiment participer et permettre donc aux États qui ont le plus besoin, qui vont être le plus impactés par le changement climatique et qui n'ont pas les ressources, ni les revenus, ni les capacités de le faire, d'avoir des revenus. Donc normalement, ce qui est prévu, c'est qu'une partie vraiment importante de ces fonds participe à cette transition juste et équitable, que ce soit par le financement d'infrastructures dans les pays qui sont clés, qui sont en développement ou les moins avancés, que ce soit aussi tout ce qui va être des exploitations de e-carburants qui pourraient être faites sur place, et aussi des navires verts dans ces pays, et aussi tout ce qui va être atténuation ou aussi anticipation des conséquences néfastes du changement climatique. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et l'Union européenne, les pays du Pacifique, les États des Caraïbes notamment, mais aussi beaucoup d'États d'Afrique, il y a aussi l'Égypte qui a parlé des enjeux de sécurité alimentaire, ont mis tout ça sur la table et ça a été un des éléments importants pour avoir ce cadre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce cadre, c'est que certes, on a des revenus qui vont participer au secteur, mais on estime qu'il y aura aussi presque la moitié des revenus qui participeront à la transition juste et équitable. Donc c'était un compromis qui était assez équilibré dans ce sens et c'était une très bonne question puisque en fait c'était vraiment majeur. Il faut continuer de préserver cette possibilité de revenus pour la transition juste et équitable. C'est très important. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on aille prendre un café?